Donc on va commencer. Donc bienvenue à cette session où je vais présenter de l'audit de code à l'inspection continue, et je vais essayer de présenter plus particulièrement comment est-ce qu'en construisant Sonar, on est parti d'un outil qui était a priori orienté très audit de code, et que petit à petit on l'a fait évoluer pour aller vers un outil qui est aujourd'hui dédié à ce qu'on appelle l'inspection continue. J'expliquerai un tout petit peu plus tard. Donc je me présente en 2 minutes. Donc je suis Olivier Gaudin, je suis CEO de la société SonarSource, et SonarSource c'est la société qui développe et qui fait la promotion de l'outil Sonar pour son adoption. Voilà, donc normalement dans un Tools in Action, la règle voudrait qu'il n'y ait qu'un slide de présentation. J'en ai fait un deuxième quand même pour vous montrer un petit peu de quoi on parle quand on parle de Sonar. Donc aujourd'hui, Sonar, c'est à peu près 6000 téléchargements, plus de 140 000 téléchargements depuis l'inception qui a été il y a 5 ans, 10 000, 15 000, 20 000 instances dans le monde, dur à déterminer, et puis plus de 1000 contributeurs en fait sous forme dans les mailing lists. Voilà. Et je vais passer sur la démo. Donc quand on a commencé à développer Sonar il y a 5 ans, et puis ça a continué pendant quelques années, en fait on cherchait vraiment à développer un outil d'analyse de code, un outil qui permette de faire de l'audit de code. Donc on a commencé par développer plein de fonctionnalités, donc un joli dashboard qui permet de remonter en fait pas mal d'indicateurs, donc des indicateurs plutôt quantitatifs comme les lignes de code, nombre de classes, etc. Puis bien sûr des indicateurs qui sont très qualitatifs. Donc dans les indicateurs qualitatifs, on va retrouver ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux du développeur, hein, qui sont donc des indicateurs sur l'absence ou trop de documentation, les lignes dupliquées, la couverture de code par les tests unitaires, la complexité, la distribution de la complexité. On va retrouver une partie sur les règles de codage, les standards. Et on fait aussi un petit peu à la marge de la recherche de bugs en fait. Voilà, donc on a construit cet outil, on a développé certaines choses nous-mêmes, on a intégré certains outils qui étaient des outils standards du marché, et on est arrivé donc avec un beau dashboard sur lequel on peut prendre pas mal d'actions. On peut, bien sûr, avoir un dashboard comme ça pour connaître la qualité de son application, c'est pas suffisant. On a besoin d'être capable de descendre, de comprendre les métriques, de quoi est-ce qu'elles sont faites, d'avoir un breakdown. Et puis on a toujours pensé aussi que c'était quand même intéressant quand on a compris dans quel fichier était le problème, d'aussi voir le fichier. Donc là on est sur une recherche de duplication, donc on a les 2 snippets en fait qui se dupliquent, on a le nom des fichiers, donc à quel endroit ils apparaissent. S'ils sont dans un autre projet, on a la possibilité de basculer aussi dans l'autre projet. On a d'autres outils comme Violations Drill Down qui permet d'avoir le même genre de vue par violation, c'est-à-dire j'ai un certain nombre de règles de codage qui sont définies, j'analyse mon projet, je regarde quelles sont les violations qui ressortent, et ensuite j'ai le même genre de breakdown. Et puis on a des services qui sont aussi assez intéressants pour voir où est le risque, par exemple celui-là où on retrouve là toutes les classes qui sont complexes, donc les grosses classes, c'est les classes qui vont être complexes, et puis la couleur de la classe va nous donner une indication du taux de couverture, en l'occurrence 0% sur cette classe, donc c'est plutôt le genre d'objet sur lequel on va vouloir regarder ce qui se passe. Donc ça c'était vraiment notre idée au départ, et puis on avait ajouté aussi une notion pour ajouter un petit peu de contexte, au dashboard qu'on voyait, on a aussi rajouté la notion de time machine. Time machine, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans le dashboard précédent, on indiquait qu'on avait 70% de couverture de code par les tests unitaires. C'est c'est probablement une bonne mesure, mais le fait d'avoir un petit peu de contexte autour, hein, ça aide à décider de savoir si c'est une bonne mesure ou pas une bonne mesure. Si je vous dis que il y a 3 mois, cette mesure, elle était de 80%. Vous allez me dire, il y a un petit problème, il va falloir regarder ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est en train de diminuer. Si je vous dis qu'il y a 3 mois, cette mesure était de 20%, vous allez me dire, bon, bah, l'équipe, elle doit être en train vraiment de mettre un coup sur les tests unitaires.
donc ça va plutôt dans le bon sens. Donc le fait de donner une notion de temps au dashboard permet de prendre des actions en fait. Voilà. Donc une fois qu'on est arrivé à ce point-là, qu'on avait notre collection de métriques, notre time machine, on s'est dit c'est très bien, on a l'outil qu'on voulait développer et maintenant on va vraiment le mettre à l'épreuve et on a commencé à le mettre à l'épreuve en interne chez SonarSource. On n'est pas une très grosse équipe de dev, mais 5-6 personnes, une vingtaine de projets, on s'est dit on va commencer à l'utiliser et à l'utiliser comme on l'utiliserait en entreprise. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit objectif 0 violation. Donc on a commencé à regarder, puis on est arrivé à un espèce de chiffre fatidique à l'époque qui était d'une centaine de violations. Et ces 100 violations, on était incapable de descendre en dessous en fait, pour plein de raisons, et plein de bonnes raisons en fait. Bon, il y avait certaines choses, c'était inhérent aux technos qu'on avait choisis. On avait choisi des technos GWT, on n'arrivait pas à faire de tests unitaires dessus. Donc forcément, vu que nos exigences en termes de tests unitaires sont de environ 70%, forcément, on avait des violations qui sortaient. On avait toutes sortes de violations comme ça, et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut, comment nous, encore on a de la chance, c'est un projet relativement nouveau, qui est relativement propre, donc sans violation, tout va bien. Mais comment est-ce que des gens qui vont travailler sur des projets legacy et qui décident d'avoir vraiment de mettre en place une démarche d'amélioration de la qualité, comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir s'en sortir en fait? Je veux dire, il lance Sonar, 43 000 violations. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Comment est-ce qu'on s'assure que les gens sont bien dans l'esprit de commencer à écrire du code propre? Donc, c'est là où on a en fait introduit la notion de vue différentielle en fait. Alors ce qu'on appelle vue différentielle, c'est un ensemble de services dans Sonar qui permettent de se comparer à une baseline. Donc la baseline, je vais quand même vous le montrer, c'est le but de la session. Donc la baseline, elle peut se décliner sous plusieurs formes. Donc on peut dire, je veux me comparer avec la dernière analyse, donc je veux voir vraiment mon différentiel, est-ce que j'ai introduit quelque chose? La baseline, ça peut être une période flottante, donc on peut dire, je veux voir ce qui se passe depuis 30 jours, depuis 45 jours, depuis 6 mois, ou bien on peut dire depuis une date fixe, on dit, voilà, à partir de telle date, c'est notre point de référence dans l'histoire de la qualité dans notre société, donc on veut avoir cette date qui apparaît. Ou bien, et c'est ce dont on se sert vraiment le plus, nous en interne chez SonarSource, on peut dire, je veux me comparer avec la dernière version qui est en production, enfin la dernière version réalisée en fait. Donc chez nous c'est la 2.14. Donc ce qu'on fait, c'est quand on est dans notre sprint 2.15, qui était en l'occurrence un sprint 3.0, on va constamment venir se comparer avec cette version pour voir ce qui apparaît, comme problématique. Donc si là, je sélectionne la version 2.14, ça c'est notre sonar interne en fait que je vous montre là, qui a été pris en fin de semaine dernière. Donc on voit que pendant la période de la 2.14, on a environ ajouté 1000 lignes de code, on a plutôt fait monter la couverture de code, et on a corrigé 55 violations. Alors, grosso modo, l'idée au départ, c'était de dire, on veut pour chaque mesure être capable d'avoir un différentiel, puis on s'est aperçu qu'il y a certains endroits, comme les violations par exemple, où on a besoin de plus. C'est-à-dire que savoir qu'on a corrigé 55 violations, c'est pas mal. Mais si on pouvait savoir combien on en a corrigé, combien on en a ajouté, parce qu'il y a toujours, quand il y a de la correction, il y a aussi souvent en même temps de l'ajout, ce serait encore mieux. Et là, on s'aperçoit par exemple que 55, qui avait l'air d'être un chiffre plutôt pas mal, finalement c'est 64 ajoutés et 119 corrigés. Donc ça nous permet ça permet de faire plein de choses. Ça permet, de voir si tout le monde tire bien dans le même sens. Donc je vous rassure, chez SonarSource, tout le monde tire bien dans le même sens, et s'il y a eu des nouvelles violations, elles étaient très probablement justifiées. La deuxième chose, ça permet vraiment de prendre le contrôle sur
tout ce qui est ajouté. C'est vraiment très important, c'est de voir ce qui arrive en fait au fur et à mesure où ça arrive. Donc ça c'est la première partie sur laquelle c'est la première fonctionnalité supplémentaire par rapport au différentiel qu'on a ajouté. Bien sûr, on peut cliquer sur le plus 64 et voir exactement où est-ce que ces violations, d'où viennent ces violations. Donc on voit comme on se reconnecte au SCM, on voit également qui a commité, quand est-ce que ça a commité, etc., etc. Voilà. Et la deuxième fonctionnalité où on est allé plus loin que simplement un différentiel en termes de métriques, c'est sur la partie couverture de code. Donc les deux parties, on va dire, très sensibles, où on a vraiment besoin d'avoir plus d'informations pour être capable de bien travailler. Et sur cette deuxième partie couverture de code, la grosse problématique qu'on rencontrait, c'est sur tous les projets legacy, de nouveau, et les projets legacy représentent bien la plupart des projets, donc c'est important que l'outil puisse permettre de faire de l'analyse de code dessus. C'était vraiment compliqué d'avoir une visibilité sur ce qui se passe en termes de gestion des tests unitaires, parce que les projets legacy, on part souvent à 0 ou à 2 ou à 5 ou à 10%. Et ensuite, on dit, à partir de maintenant, on met en place une pratique de test unitaire et malheureusement, on n'avait rien pour mesurer. C'est-à-dire que le fait de passer de 8 à 9, je veux dire, ça nous donne aucune indication de est-ce qu'on a vraiment une pratique de test unitaire ou bien est-ce qu'il y a juste quelques personnes qui en rajoutent par-ci, par-là. Donc l'idée, c'était d'être capable de mesurer la couverture de code sur le nouveau code. C'est-à-dire de la même manière que pour les vues différentielles, on a des baselines qu'on prend. Là, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de dire, je veux, alors donc je suis en version 2.14, c'est cette partie-là. Donc là, sur Sonar, entre la 2.14 et la 3.0, ce qu'on voit, c'est que sur le nouveau code, le code qui a été touché, donc ligne ajoutée ou ligne modifiée, on a 75% de couverture, ce qui est plutôt au-dessus de nos exigences, donc ce qui est plutôt très bien. Dans un projet legacy, typiquement, on verra très souvent en haut la couverture réelle qui est autour de 0. Et ce qui va être important de monitorer, c'est la partie basse pour s'assurer que les équipes ont bien intégré et jouent bien le jeu sur les tests unitaires. Donc ça, c'est les deux parties. Ensuite, on a la possibilité de décliner ça sous forme de configuration. On peut voir ça aussi dans la page d'accueil. On voit ce genre de mesures différentielles. Voilà. Donc on a développé ça il y a à peu près un peu plus d'un an, début 2011, et on a mis ça en place. Et on s'est dit, maintenant qu'on a ces fonctionnalités de vue différentielle, on n'a plus aucun problème. On va pouvoir vraiment gérer notre dette technique en continu. Ça y est, on a atteint notre Graal, tout va bien. Donc on a lancé ça, et puis on a dit, premier sprint de dev, objectif zéro nouvelle violation. C'est-à-dire ces fameuses 100 violations qui traînaient et qu'on n'arrivait pas à faire descendre. On va les accepter pour le moment, on y reviendra peut-être plus tard, mais maintenant c'est objectif 0 nouvelle violation. Donc on est parti dans un sprint de dev, et puis on est arrivé à la fin du sprint de dev, et puis on a entre guillemets un release manager qui, en même temps qu'il fait la release, fait une petite revue. Donc c'est le principe entre guillemets de ce qu'on appelle le quality gate, c'est-à-dire la douane applicative. À la fin on mesure est-ce qu'il n'y a bien pas de nouvelles violations, etc., etc. Et on avait des nouvelles violations. Donc on a commencé à regarder, les développeurs sont repartis, on a arrêté le code freeze, on est reparti dans le développement, et ils sont revenus au bout d'un jour ou 2 jours en disant ok, on en a fixé plein, mais là celles qui restent, si on veut les fixer, on a un petit problème, il va falloir qu'on fasse du refactoring, et il y a une partie du refactoring qui est du refactoring vraiment en profondeur. C'est-à-dire c'est plusieurs jours de dev qu'il faut recommencer. Donc chez SonarSource, on a un gros avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment de business qui nous donne un budget, etc. On est un petit peu libre de ce qu'on développe. On peut très bien décaler une release d'une semaine, 15 jours, il n'y a pas de souci. Mais comme tout le monde, on n'avait pas très envie de le faire. C'est-à-dire, ça induit un risque supplémentaire, on va rechanger du code. On avait tout testé, on était prêt à aller en prod. Et 2,
finalement, est-ce que c'est vraiment des changements qu'on a envie de faire? Donc, réponse, vous vous en doutez, a été non, c'est pas vraiment des changements qu'on a envie de faire. Donc, on est parti en prod avec ces nouvelles violations et on s'est dit, par contre, le prochain sprint, on les fixe. Donc, le prochain sprint, on les a pas fixés. Enfin, du moins pas toutes. Et donc, enfin, on a commencé à se poser des questions, en fait. C'est-à-dire, on était sur une approche qui était un petit peu une approche d'ayatollah. Enfin, on était passé d'une approche d'ayatollah complet, qui était zéro violation dans l'appli, à une approche de dire, OK, ce qui existe, on va pas nécessairement le toucher. Par contre, rien de nouveau, qui était, quand on regarde avec un peu de recul maintenant, aussi une approche d'ayatollah. On est passé à dire, mais en fait, ce qu'on aimerait bien, il y a certaines choses qu'on aimerait bien accepter. C'est-à-dire, j'ai un exemple qui parle de lui-même. On a dans Sonar, on a un module qui fait de la recherche de code dupliqué. Et ce module, en fait, en septembre l'année dernière, on a développé notre propre module. Avant, on s'appuyait sur PMD CPD. Et puis, pour plein de raisons, notamment des raisons de perf, on a décidé de développer notre propre module. Forcément, quand on a intégré notre propre module dans Sonar, il y avait plein de codes qui étaient redondants entre PMD et CPD qu'on n'a pas enlevé parce qu'on ne sait jamais ce qui pouvait arriver, donc on a gardé les deux moteurs. Et le nouveau module, c'est toute l'intégration, toute la mécanique autour de calcul des métriques, injection dans la base, etc., etc. C'est totalement redondant. Donc à ce moment-là, on avait... Et l'hypothèse de base, c'était qu'un jour ou l'autre, PMD et CPD allaient sortir. C'est-à-dire, notre outil de recherche de duplication était meilleur, donc on allait sortir PMD, CPD. Donc on avait grosso modo deux solutions. On avait l'approche qui consiste à dire, on n'introduit pas de dette technique, donc pas de nouvelle duplication, puisque ces deux modules se dupliquaient l'un l'autre, qui consistait à dire soit forcément on faisait une extraction de librairie, soit on faisait un niveau d'abstraction, donc un peu de complexité pour finalement rien du tout, puisque pour simplement faire plaisir entre guillemets à Sonar le temps pendant 6 mois, 9 mois, pour pas qu'il y ait cette dette technique qui apparaisse. Ou bien on avait la possibilité de dire les deux cohabitent et PMD CPD va sortir à un moment ou un autre, donc cette dette elle est sous contrôle en fait. On la gère, on l'accepte. Elle va disparaître à un moment donné, mais on ne va pas prendre d'action spécifique dessus. Et en réalisant ça, on s'est dit que ce dont on avait besoin maintenant, c'était en plus de toute cette analyse de code qui est automatique, qu'on avait besoin d'être capable de définir un process en fait de prise de contrôle de cette dette technique. Et on a donc introduit la notion de revue manuelle. Donc qu'est-ce que c'est qu'une revue manuelle ? Donc là, il faut que je me log, puisqu'on va faire une revue. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une revue manuelle? C'est, grosso modo, ça consiste à dire, quand on a une violation, donc là on voit une violation donc sur un tag déprécié, on a la possibilité de la commenter, pour éviter que des gens viennent, fassent et refassent la même analyse. On a la possibilité de l'assigner à quelqu'un pour correction. Et puis on a aussi ajouté donc la possibilité de dire c'est un faux positif. Donc le faux positif, c'est l'outil s'est trompé. Ça arrive. Il y a aussi des bugs dans les outils d'analyse de code. Et puis on a la possibilité de la marquer comme résolue quand on l'a résolue évidemment, de changer sa sévérité si dans ce contexte-là on pense que c'est très important ou c'est pas très important. Et enfin on a la notion, on a la notion de plan. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan? C'est un plan d'action en fait. Chez SonarSource par exemple, ce qu'on a défini, on a un plan d'action qui est le plan d'action de la release courante. Donc tout ce qu'on veut fixer pendant l'itération du moment, on le met là-dedans. C'est toutes nos tâches techniques en fait. On a la notion de plan pour la prochaine release et on a la notion de backlog en fait. Backlog, bien souvent ce qui rentre là-dedans, ce sont les choses sur lesquelles on ne prendra pas une action spécifique pour les fixer. Voilà. Et une fois qu'on a eu défini ça, on a développé pas mal de widgets et pas mal de rapports en fait qui permettent de faire le suivi de ces revues. Donc là, on voit, dans Sonar, on a 91 revues actives, on en a 27 qui ne sont pas assignées. Donc a priori, ça devrait nous faire des petits drapeaux jaunes. On devrait se dire il y a peut-être un petit souci.
Il y en a 16 qui ne sont pas assignés à des plans d'action et on a 1000 violations qui ne sont pas associées à des revues. Parce que dès qu'on a ce système de revue, en fait, ça permet aussi de réouvrir. On a pas mal de règles qu'au finalement on avait éteintes. On a pas mal, par exemple, nos modules GWT, on les avait exclus des analyses parce que ça générait beaucoup trop de bruit finalement et on n'allait pas faire quoi que ce soit dessus. Finalement, on peut voir réapparaître toutes ces violations. Ce qui nous intéresse beaucoup plus maintenant et ce que notre release manager va vraiment regarder maintenant, ce sont les revues. C'est à ça qu'il va s'intéresser. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a ce process par-dessus, le tracking des violations, d'être capable de voir apparaître les violations, en fait, on a vraiment ajouté toute une couche qui permet de passer d'audit de code ponctuel, c'est ce qu'on avait au départ dans Sonar, vraiment à une gestion en continu du flux entrant de dette technique, donc la gestion de la dette technique en continu. Donc c'est vraiment l'objet, c'est vraiment ce qu'on a fait depuis à peu près 1 an et demi, c'est vraiment sur ça qu'on a travaillé. Et on pense qu'on est arrivé à peu près au bout, donc on en a fait une version 3.0 en fait, qu'on a réalisée hier soir, qui en fait comprend toutes les fonctionnalités pour cette gestion de la dette en continu. Voilà, il me reste une dizaine de minutes, donc je vais pouvoir vous montrer les autres outils qui viennent autour. Donc, ce qui marche très bien également avec cette gestion des revues, c'est le plugin Eclipse en fait, qui permet aux développeurs de plus constamment être en train de basculer de son IDE préféré vers Sonar en fait. C'est-à-dire que pour qu'on dise vraiment on fait ça en continu, il faut aussi qu'on soit capable, que le développeur soit capable d'avoir cette information dans son IDE. Si le développeur il doit commencer par développer, ensuite dire tiens est-ce qu'il n'y avait pas dans ma classe des problèmes de qualité que je pourrais fixer en même temps que je la refactor, je veux dire le fait de passer de l'un à l'autre, ça va freiner l'adoption, ça va freiner le process. Donc ce qu'on a fait c'est on a développé un plugin Eclipse qui couvre aujourd'hui à peu près qui couvre 3 use cases en fait. Le premier use case, ça nous permet de voir, on a des marqueurs en fait sur le côté du fichier qui nous permettent de voir les violations. Donc, quand on va lire le fichier, il y aura 2 possibilités. C'est soit on le lit, on le comprend, mais on n'a pas l'intention de le modifier. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est si on voit des violations qui méritent une revue, on pourra créer cette revue directement dans Eclipse. La deuxième chose, c'est si on refactor la classe, si on fait des modifs de code, on pourra les faire directement et on pourra fixer directement en fait les violations dans l'outil. Le deuxième use case qu'on couvre bien, c'est l'analyse locale en fait. C'est presque bien. C'est la possibilité de dire j'ai fait plein de changements, maintenant j'aimerais tourner une analyse dans Eclipse pour voir ce que je laisse avant de committer. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais arranger avant de committer? Donc, pourquoi je dis qu'on le fait presque bien? Il nous manque une fonctionnalité, c'est de pouvoir le faire de manière différentielle. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on lance une analyse locale, on lance sur tout le projet. Ce qu'on aimerait, évidemment, c'est juste relancer sur les classes qui ont été modifiées pour être beaucoup plus efficace. Et le troisième use case qu'on couvre très bien, c'est une intégration avec Mylin qui permet en fait toutes les revues qui nous sont assignées. En fait, c'est basé, on peut requêter Sonar on peut faire toutes sortes de requêtes. Et notamment une requête qui va bien, c'est de dire je voudrais voir apparaître toutes les revues qui me sont assignées dans le projet. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire on va aller probablement se connecter sur Jira pour avoir toutes ces tâches fonctionnelles et on va se connecter sur Sonar pour avoir toutes ces revues techniques, donc plutôt les tâches techniques. Voilà. L'avant-dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est la customisation. Donc ça, pour les gens qui ont déjà utilisé Sonar, ils vont probablement connaître. Par contre, on est arrivé maintenant, quasiment tous les services qu'on trouve là sont configurables. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi je me crée mon propre dashboard
Et on a toute une série de widgets par défaut qu'on peut rentrer dans son dashboard. Donc finalement, là, je suis connecté en tant que Simon Brandoff, qui est le lead développeur. Et lui, ce dont il sert, c'est Hotspot, Scale, QA, Time Machine et My. Mais on peut en créer autant qu'on veut, on peut les changer, on peut vraiment se concentrer sur les informations qui ont de la valeur pour nous. Et la deuxième chose qui est assez configurable, c'est la possibilité dans la page d'accueil de la même manière de définir ses propres filtres en fait. Qu'est-ce qu'on appelle un filtre? C'est une requête sur l'ensemble des ressources. Ressources étant composants, fichiers, package, modules, projets et voire groupe de projets. On a la possibilité de dire, ben voilà, moi je veux par exemple tous mes fichiers qui ont moins de, je sais pas, 50% de couverture de code, et hop, on aura un onglet, on peut se définir un onglet qui a juste cette information-là. On peut aussi rendre des ressources favorites en fait. On peut dire, tiens, ça c'est des classes sur lesquelles je veux travailler, je les mets en favoris. Et ensuite, il y a un onglet qui s'appelle Favoris dans lequel on retrouve ce qu'on a mis en, ce qu'on a marqué. Voilà. Dernière chose que je voudrais vous montrer très rapidement, c'est l'onglet qui s'appelle Super Héros. Donc là, c'est une vue qui est une vue par développeur en fait. C'est-à-dire, ça permet de voir en fait la contribution du développeur à l'ensemble des projets. Si je prends Simon Brandoff, il a 60 000 lignes de code qui lui appartiennent dans notre instance de Sonar et qui sont en fait répartis sur tous ces projets-là. Voilà. Et ensuite, je peux voir une décomposition. Pour le projet, je vois une décomposition par module, par package et par fichier. Et puis de nouveau, je peux cliquer. Voilà. Il reste 4 minutes pour des questions, donc vous pouvez poser des questions. Oui. Pour ce module-là, comment est-ce que vous faites pour déterminer que c'est un tel qui a fait le code en question? Alors donc la question c'est comment est-ce qu'on détermine qui a commité le code? Voilà. En fait, on fait un lien vers le contrôleur de version. Voilà. Donc au moment de l'analyse, on va interroger le contrôleur de version et on sait que tel développeur a commité sur telle ligne à tel moment. Vous intégrez Git? Oui, on intègre Git. J'ai entendu parler, c'est tout nouveau pour moi, de Jenkins aussi. Il y a une intégration directe avec ce programme? Oui, il y a une intégration avec Jenkins. Donc l'intégration avec Jenkins, elle est assez naturelle parce que Sonar s'exécute facilement depuis Ant, Maven ou simplement un batch Java. Mais on a aussi un plugin Jenkins pour Sonar qui permet sur le build Jenkins de dire je veux aussi faire une analyse Sonar. Tout à fait. Oui. Pour les prochaines, il y a un micro aussi. Qu'est-ce que vous conseillez pour gérer des différentes branches de développement d'un projet, branche de maintenance, branche de développement, et donc avec des qualités différentes? Ouais. Alors là, c'est vraiment du cas par cas, parce que ça dépend ce qu'on appelle plusieurs branches. Si ce qu'on dit, c'est qu'au moment où on a à peu près terminé une version, on va brancher pour commencer la version suivante. Dans ce cas-là, nous, c'est ce qu'on fait chez Sonar Source. Dans ce cas-là, on continue, nous, on analyse le master en continu et on considère que ce qui va être changé dans la branche de release est pas significatif, en fait. De toute façon, on va le remerger tous les jours avec la branche master, donc on verra bien les problèmes apparaître. Par contre, j'ai vu des environnements où on commence la 1.0 et puis un mois plus tard, on commence la 2.0. Puis un mois plus tard, on commence à 3.0, et puis là, on a commencé à 3.0, la 1.0 est pas frisé en termes de code. Donc là, c'est plutôt des gestions de projets individuels. C'est-à-dire qu'on va gérer ça comme des projets totalement séparés. Et ce qu'on peut faire, qui est pas mal, c'est de dire, on va se créer un projet virtuel qui n'existe pas dans le contrôleur de version, qui est de dire ce qui part en prod, on va en faire un projet dans Sonar, en fait. Les milestones, on va les remonter dans Sonar. Oui, bonjour. Je voulais savoir pourquoi vous avez mis résolu dans les revues manuelles, parce que ça devrait se corriger automatiquement finalement. Ça se corrige automatiquement. Le truc, c'est, si vous avez vu dans le plugin Eclipse, l'intégration avec Mylin, c'est aussi intéressant qu'une fois que la revue est résolue, elle disparaisse de cette liste.
Vous l'avez corrigé le plugin parce que nous on a des problèmes de perf avec le plugin Sonar, donc on peut pas utiliser le plugin Sonar aujourd'hui. Parce que ça analyse l'ensemble du projet, c'est ça? Ouais, enfin on a plus de 250 projets Java, donc il bloque Eclipse, donc on n'arrive pas à le lancer actuellement. Oui, on va le corriger. Non, on va vraiment, vraiment, il faut qu'on arrive à travailler sur cette analyse incrémentale qui devrait bien alléger le plugin en fait. Il y a d'autres intégrations qui De prévu, ça dépend ce qu'on appelle prévu. Qu'à un moment donné, on travaille sur IntelliJ, ça semble totalement indispensable, et NetBeans également. Et aussi, il faudra qu'on passe aussi à d'autres langages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Eclipse, mais c'est Eclipse Java. Donc, on va vouloir faire du C, du C++, du COBOL, du PLSQL. Donc oui, on va le faire. Par contre, on voudrait bien terminer Eclipse Java avant de s'attaquer aux autres langages. Donc ça dit 0 minutes, donc je suppose que c'est terminé. Voilà. J'ai juste oublié un petit truc, il y a un beauf après avec Freddy Mallet et moi-même, donc vous êtes cordialement invités à nous rejoindre.